Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal Magazine pluriel. Au sommaire, 16 nouveaux hôpitaux vont être construits dans la région des Savanes. Les travaux ont été lancés jeudi par le gouvernement à Dapan. L'art est mis à l'honneur aujourd'hui 15 avril sur nos calendriers. L'art est célébré tout simplement pour ses multiples qualités, tant sur le plan humain que sur le plan social. Un footballeur tunisien décède après s'être immolé par le feu. Il protestait contre l'État policier. Filets sociaux, transferts monétaires, nous en parlerons dans cette édition. Ce sera avec la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Elle est l'invitée de cette édition. Et puis, vous le savez, les autres rendez-vous du journal Magazine pluriel, ce sont les échos du palais, les sports et la revue de presse. La couverture sanitaire universelle en cours dans la région des Savanes. La ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins, Madame Mamesile Akla Agba Assi, a lancé jeudi à Dapan la construction de 16 nouveaux hôpitaux dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Évalués à près de 2 milliards de francs CFA, ces travaux vont durer 6 mois. Chacune des 16 localités ciblées pour la construction de nouvelles formations sanitaires bénéficie de plusieurs infrastructures, notamment un bâtiment de soins, des logements pour le responsable de la formation sanitaire et pour la sage-femme. Grâce présidentielle pour plusieurs détenus au Togo, faveur accordée par le président de la République il y a 2 semaines. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire, revient ici sur la libération des détenus de la prison civile de Lomé. Il est au micro de Milek Agbokou. La grâce présidentielle a été accordée à 352 personnes. Le jour où nous avons reçu le décret, toutes les personnes sont parties en même temps. Des dispositions ont été prises à cet effet. Ce sont des détenus qui sont dans nos prisons pour les infractions de droit commun. Donc, toutes les personnes qui sont dans ce sens et qui remplissent les conditions, parce qu'il y a un certain nombre de conditions pour bénéficier de la grâce. Si quelqu'un, un détenu, qu'il soit, rentre dans ces conditions-là, il ne peut que bénéficier de la grâce. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de détenus particuliers. Tous les détenus sont les mêmes pour nous. Le nombre des détenus a régressé. Cela veut dire que les dispositions ont été prises pour que ceux qui sont maintenus en prison puissent se sentir plus ou moins à l'aise en tenant compte du nombre qui a régressé. Une satisfaction morale que nous avons de constater que le chef de l'État a fait grâce en permettant à un certain nombre de détenus de rejoindre leur famille pour continuer leur vie à l'extérieur. Quelqu'un qui est en détention et qui a bénéficié d'une grâce, la personne ne peut être qu'en joie. Et non seulement la joie pour la personne qui est sortie, mais aussi la joie pour ses parents. Et au-delà de tout ça aussi, il y a l'administration pénitentiaire à travers le ministère de la Justice qui a un sentiment de satisfaction. Les charges aussi ont diminué. Quel message pour conclure? Dans la vie, nous devons nous conformer à la loi. Et si nous arrivons à faire ce que la société demande, je crois que nous ne serons pas en faux. Moins de 2 semaines nous séparent de la célébration de la fête de l'indépendance et nous poursuivons notre série de sujets dans ce cadre. Il est le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio. Le premier président de la République togolaise est mort le 13 janvier 1963 en plein mandat lors d'un coup d'État. Retour sur ce héros de l'indépendance avec professeur Joseph Tibé. Sylvanus Olympio, Elpidio Epifanio, il est né le 6 septembre 1902 à Kpando. Kpando, à l'époque, faisait partie du Togo allemand.
Alors, il est fils de Epifanio Elpidio Olympio. Sa mère s'appelle Fidelia Affe, qui est d'origine mamproussi, de la région de Dapan. Sylvanus Olympio a fait ses premières années d'études au Togo, successivement à l'école de la mission catholique allemande, à l'école secondaire anglaise, puis à l'école française. Et tout cela lui a donné la possibilité et la capacité d'être un polyglotte. Il parlait facilement et aisément 6 langues étrangères et d'autres langues africaines. Déjà à 18 ans, il est parti poursuivre ses études en Europe, de 1920 à 1927 précisément. En 1922, il a obtenu son certificat d'aptitude pour les études supérieures à l'Université de Londres. Et en 1925, à la London School of Economics, il a réussi à obtenir avec brio son diplôme d'économie. En 1927, il a étudié le droit international à la faculté de droit de Dijon et à l'Académie de droit international à Vienne, en Autriche. Il a quitté Vienne pour retourner à Londres en 1927 et c'est là, à Londres, qu'on l'a engagé comme employé de la Lever Brothers Company. Et de 1928 à 1930, il a travaillé comme adjoint de l'agent général de la compagnie Unilever à Lagos, au Nigeria. En 1932, Sylvanus Olympio décide de rentrer au pays, au Togo donc. Dès son arrivée, on l'a recruté comme agent général de la United Africa Company, ce qu'on appelait à l'époque UAC, à Lomé. C'est donc à partir de ce poste que sur les conseils de son oncle Francisco Octaviano Olympio, il s'est décidé à faire ses premiers pas en politique, aux côtés bien évidemment de son oncle. Il s'est fait déjà remarquer à partir de 1936, où il a été élu vice-président du Cercle des Amitiés Françaises. C'est ce cercle qui va devenir plus tard le CUT. C'est la première partie de la biographie sur le premier président du Togo. La suite, vous l'aurez dans les éditions de demain dimanche. La journée mondiale de l'art est observée ce 15 avril, une journée déclarée par l'Association internationale de l'art, partenaire de l'UNESCO, pour promouvoir l'activité créatrice dans le monde. L'art couvre un large éventail d'activités et se présente sous différentes formes. Découvrons ces différentes formes d'art avec Junior Koudjramé. L'art a pour synonyme don, adresse, génie, habileté, talent, métier, maîtrise, manière, procédé, savoir-faire, sciences techniques, artifice, recherche. Il regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il s'agit des arts populaires classés en 7 catégories. Le premier art est l'architecture, le deuxième est la sculpture, le troisième art visuel, peinture, dessin, etc. Le quatrième art est la musique. Le cinquième, la littérature, c'est-à-dire la poésie, la dramaturgie. Le sixième, de la scène, c'est-à-dire le théâtre, la danse, le mime, le cirque et l'humour. Et le septième art est le cinéma. L'art permet donc de décorer son environnement, de le personnifier. Il a pour fonction de fasciner, de créer des passions. C'est aussi un instrument d'éducation, de diffusion du savoir, mais également un outil de propagande et d'endoctrinement. L'art est perçu comme un moyen puissant d'exprimer des idées peu communes ou d'énoncer certains maux de la société. Il peut changer la perception que l'on a du monde, faire sourire, émouvoir, donner de l'énergie et de l'envie et être à l'origine d'échanges et de discussions. Au-delà de tout cela, l'art satisfait d'abord un besoin esthétique en procurant une satisfaction désintéressée, le contraire des besoins primaires. La valeur de l'art ne réside pas seulement dans sa capacité à représenter un événement qui le dépasse. Dans ce sens, l'art se détache en partie de son caractère utile et revendique le droit d'exister pour la beauté. La date du 15 avril a été choisie en l'honneur de l'anniversaire de Léonard da Vinci en tant que symbole de la paix, de tolérance et de fraternité. Léonard da Vinci témoigne également de l'influence des beaux-arts sur d'autres domaines. Elle est aussi de l'art, la littérature. Du nouveau donc sur les rayons de la littérature togolaise, la TVT, Mes plus belles années. C'est le nouvel ouvrage de Dorothée Tabiou Dolibé.
Cette œuvre autobiographique de 125 pages retrace les souvenirs et les parcours de l'écrivaine durant sa carrière à la télévision togolaise. Le livre a été présenté jeudi dernier au public. Geneviève Pognon. Paru aux éditions Ouiti, cet ouvrage d'information et d'histoire est un coup d'œil dans le rétroviseur de l'auteur des moments passés à la télévision togolaise. Dorothée Dolibé Tabiou, journaliste, partage avec les lecteurs les 24 années à la télévision togolaise. En ce moment où la question mémorielle se pose avec beaucoup d'insistance, il était de bon ton qu'un ouvrage soit laissé, qu'un écrit soit laissé sur ce qu'était la télévision togolaise dans ces années-là, comment est-ce que les programmes étaient organisés dès leur naissance jusqu'à la diffusion en différé ou en direct, et puis les quelques innovations qu'il y avait eu durant ces périodes-là. Ce document de 125 pages, réparti en 6 chapitres, a une écriture originale selon Flagbo Kokou, critique littéraire. Au niveau de la forme, nous apprécions l'écriture de l'auteur. C'est une écriture qui est à la fois expositive et autobiographique. C'est-à-dire que le livre est un document qui informe, renseigne sur l'activité avec précision et avec objectivité. Autobiographique parce que l'auteur a su évoquer bellement d'ailleurs la manière dont elle a vécu sa vie avec la TVT et à la TVT. Au niveau du fond, et c'est un message même que l'auteur lance à la population togolaise, que lorsque nous vivons dans un service, il est important que ce que nous avons comme difficulté, peine et joie soit laissé sous forme écrite, que cela permette à la génération présente, à la génération future de s'en inspirer. Pour l'éditeur, cette œuvre est une interpellation des professionnels de laisser des traces dans l'exercice de leurs fonctions. Erika, directeur général des éditions Aoudi. Remarquons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne laissent pas de traces écrites de leur vie. Ce qui a fait dire à un moment donné que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est une insulte pour nous ces temps-ci. Donc, comme on voit bien notre auteur Tabiou Dorothée le faire, elle a raconté un peu ses souvenirs quand elle était journaliste à la TVT, plus d'une vingtaine d'années. Et donc, c'est extraordinaire. Ça montre une belle image de la télévision togolaise. Non seulement ça rend hommage à beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes de médias qui ont fait notre enfance d'hommes et de femmes, qui nous donnaient le journal, le sourire avec leur émission et toutes choses. Elle assume vraiment son métier de journaliste et elle prouve à travers ce 8e livre que c'est une dame qui aime son métier et qui inspire également beaucoup d'autres jeunes. Geneviève Pognon nous amène à présent la découverte de l'écrivaine Dolibé Dorothée Tabiou. Habillée toujours en pagne, avec la tête toujours nouée, Dolibé Dorothée Tabiou épouse Ibrahima. La soixantaine est téméraire, battante, qui ne recule jamais devant les obstacles. Toujours souriante, forme ronde, teint clair, Dorothée Tabiou a des principes sur lesquels elle a bâti sa personnalité. Journaliste de profession depuis 1992, l'écrivaine a exercé son métier de journaliste à la télévision togolaise pendant 24 années. Nantie d'un DESS, master en information et communication à l'école de journalisme de Strasbourg en France, elle est actuellement la chargée de l'information et de la communication à la Cour des comptes du Togo. Mariée et mère de 2 enfants, Dolibé Dorothée Tabiou est autrice de 8 ouvrages tous édités au Togo. Il s'agit de La Bru lors des obsèques en Pays Bassar en 2008, les élections législatives 2007 au Togo, les femmes ont voté, les hommes vont siéger. En 2009, Nana Benz, le mythe devenu discret en 2011, la participation des femmes à l'Assemblée nationale togolaise durant la mandature 2007-2012, la bravoure des femmes à l'hémicycle en 2013, Amal d'amour lassé, ma culture, ma richesse, les reines mères, en quête d'équité et d'égalité et la TVT Mes plus belles années qui vient de paraître aux éditions Aoudi.
L'actualité internationale, d'abord au Burkina Faso, les habitants réagissent à la mobilisation générale décrétée par le président de transition afin de donner au pays tous les moyens nécessaires pour lutter contre les attaques djihadistes. De façon générale, les Burkinabés sont prêts à s'engager. La mobilisation a été déclarée au Burkina Faso afin de lutter contre les attaques terroristes qui se multiplient. Je pense que si tout le monde prend cette mesure à cœur, chaque citoyen du Burkina Faso la prend à cœur, on va réussir à lutter contre le terrorisme, a déclaré une étudiante à Ouagadougou. Un autre dira, je suis prêt à aller au front, je suis prêt à défendre mon cher pays, c'est tout. C'est en se battant qu'on pourra se libérer. Au Tchad, le référendum pourrait avoir lieu le 19 novembre prochain si tout se passe bien. Une information obtenue auprès de la CONOREC, la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le programme est très serré vu les tâches qui sont prévues. Décès d'un footballeur professionnel sans club en Tunisie, après s'être immolé par le feu en début de semaine. Nizar Issaoui protestait contre l'état policier à la suite de tracas avec la police, a indiqué vendredi son frère. Nizar Issaoui, 35 ans, aurait été accusé de terrorisme lorsqu'il s'était présenté au poste pour porter plainte contre un marchand de fruits qui vendait les bananes à 10 dinars, l'équivalent de 3 € le kilo, soit le double du prix fixé par les autorités pour lutter contre la spéculation dans un contexte de pénurie. Dans un message posté sur sa page Facebook, avant de passer à l'acte, il avait affirmé avoir décidé de se condamner lui-même à mort par le feu. Je n'ai plus d'énergie, que l'État policier sache que la peine sera exécutée ce jour, avait-il écrit. Son geste en tout cas rappelle celui de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui s'était immolé par le feu le 17 décembre 2010, déclenchant la révolution tunisienne. De l'international à la nationale, nous revenons à l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui accélère le processus d'enregistrement des ménages pauvres. C'est pour les appuyer en transfert monétaire. Le village de Devego, dans la commune Golfe 6 de Baguida, a fait l'objet mardi dernier de la validation communautaire de la liste de ses bénéficiaires. Yao Kamake y était. Soutenir les ménages et communautés pauvres du Togo à travers le projet de filets sociaux et services de base, l'agence ANADEB franchit une étape dans l'enregistrement des bénéficiaires des transferts monétaires pour le compte du village d'Evego à l'est de Lomé. Il s'agit de la validation communautaire en séance publique de ces bénéficiaires. La liste validée de Devego fait état de 667 bénéficiaires. 2 d'entre eux, interrogés, ne cachent pas leur joie. Je suis contente de cette action à notre endroit. On nous avait demandé de nous inscrire. Après, nous étions impatientes que ce jour arrive jusqu'à ce que ANADEB nous appelle aujourd'hui après enquête. Je suis fière de faire partie des bénéficiaires. Nous nous sommes inscrits. On nous a promis de nous aider. Nous y sommes aujourd'hui. On est content et la consigne majeure est de ne pas utiliser l'argent pour acheter des choses inutiles, mais de l'utiliser pour faire ce qui peut nous procurer de la nourriture. Entre autres phases de ciblage des bénéficiaires des transferts monétaires, en plus de la validation communautaire, l'on note l'enregistrement volontaire, l'enquête dans les ménages enregistrés et l'enregistrement des ménages retenus sur la plateforme de paiement Novici. Merci à vous, Yao Kamake, Madame la directrice générale de l'ANADEB, Madame Katanga Mazalo. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de Radio Lomé. Vous venez donc de suivre notre reportage à Devego. Que vous inspire cette couverture médiatique? Merci beaucoup. Je peux dire tout de suite que la couverture médiatique plante le décor, donne des informations assez précises sur tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du projet de filets sociaux services de base FSB dans sa phase additionnelle, parce que le projet a commencé depuis 2017 et puis la première phase a été clôturée le 31 décembre 2021 et au même moment on avait commencé encore des nouvelles réflexions pour une phase d'extension
que l'autorité a souhaité pour notre pays et a obtenu le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement AFD. Je veux rappeler que la phase initiale était soutenue seulement par la Banque mondiale et qui avait permis à couvrir 61 137 ménages, beaucoup plus en zone rurale. Mais cette phase additionnelle couvre 125 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national, dans beaucoup plus encore, avec un accent pour la zone rurale. Mais pour cette fois-ci, on fait l'expérience en zone urbaine, des transferts monétaires en zone urbaine avec le Grand Lomé comme territoire d'expérimentation. Le Grand Lomé comme territoire d'expérimentation, 125 000 ménages à travers tout le territoire, mais filets sociaux, transferts monétaires. Expliquez-nous davantage le projet, Madame la DG. Merci beaucoup. Le projet de filets sociaux services de base vise à assurer aux ménages et aux communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base, aux filets sociaux et aux opportunités d'inclusion économique. On va dire, c'est des gros mots français, oui. Évidemment. Le projet de filets sociaux, je dirais tout simplement, c'est un projet qui aide les communautés à améliorer leur cadre de vie avec des infrastructures socio-collectives de base, comme des bâtiments scolaires, des centres de jeunes, des points d'eau, des hangars de marché, pour ne citer que ceux-là. Et puis également l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les transferts monétaires, c'est-à-dire des allocations périodiques. Dans le contexte togolais, c'est des allocations trimestrielles, 15 000 francs par trimestre et par ménage bénéficiaire, pour aider ces ménages à mieux se nourrir, à mieux se soigner, à mieux s'éduquer et également entreprendre des activités génératrices de revenus. Filets sociaux également, on entend les cantines scolaires, où vous savez aujourd'hui nous sommes à plus de 1000 écoles bénéficiaires des cantines scolaires dans notre pays, c'est-à-dire la fourniture de repas chauds à des écoliers pour le midi, c'est-à-dire le déjeuner, les enfants ne rentrent plus à la maison pour le prendre, mais ils le prennent à l'école. Le repas qui est préparé par des mamans du village qui sont identifiées, formées, soignées pour pouvoir préparer le repas aux enfants. Et puis, filets sociaux également, c'est la responsabilisation des acteurs locaux de leur propre développement. Avec les filets sociaux services de base, on pense que le développement est mieux fait par les concernés. C'est-à-dire, si on veut accompagner le processus de développement dans un village, c'est les villageois eux-mêmes qui sont les meilleurs acteurs à analyser leur contexte, à identifier leurs priorités en termes de projets de développement et à trouver les moyens pour mettre en œuvre leurs priorités. Et quand nous avons exécuté tout ceci entre 2017 et 2021, on a eu des résultats assez intéressants. Et malheureusement, les résultats devaient être plus lisibles si on n'avait pas eu la Covid. Donc, la Covid est venue compromettre certains de nos indicateurs et l'autorité a décidé qu'on puisse poursuivre parce que on connaît un peu tout le mal que la pandémie de Covid a laissé dans notre société, où des ménages sont tombés encore dans l'extrême pauvreté. Et donc, il fallait trouver le moyen de les aider à se relever. Donc, voilà. Aider donc nos communautés à se relever. Filets sociaux, services de base, c'est un grand projet, un vaste projet, infrastructure, cantine, responsabilisation des acteurs locaux. La Covid a occulté quelque peu les indicateurs, mais on redécolle avec les transferts monétaires. Je croyais comprendre que c'était des individus, mais non, c'est des ménages qui sont éligibles. Oui, c'est des ménages qui sont éligibles. C'est ça la particularité des transferts monétaires. On donne, en tout cas, l'option faite par le Togo, c'est d'accompagner des ménages
c'est d'accompagner des ménages avec des ressources financières pour les aider à améliorer leur alimentation, à soigner les malades, à éduquer les enfants et à entreprendre des activités qui pourront les aider à sortir définitivement de leur pauvreté. Et l'une des activités, et surtout en milieu rural, c'est des activités agricoles. Et maintenant que les pluies ont commencé, ceux qui sont en train de bénéficier de cet accompagnement de l'État, beaucoup investissent dans l'achat des engrais, des intrants agricoles pour améliorer leur production. Madame la directrice générale, c'est 15 000 francs trimestriels pour les ménages. Maintenant, comment sont enregistrer ces ménages? Qui sont éligibles? Quels ménages? On s'enregistre tout et après, comment ça se passe le processus d'enregistrement, d'identification? Oui. Merci. Pour cette phase additionnelle, c'est 15 000 francs x 6. Donc, tous les ménages auront au 31 décembre 90 000 francs. Et par ménage. Et certains de ces ménages auront, en plus de 90 000 francs, 100 000 francs, recevront encore 100 000 francs pour l'expérimentation. Je le dis encore, la phase du Grand Lomé est une expérimentation pour la zone urbaine. Et donc, dans ce cadre également, on veut expérimenter les transferts monétaires plus l'accompagnement qui consiste au renforcement de capacité de certains ménages bénéficiaires avec des appuis financiers de 100 000 francs pour les aider à entreprendre ou à agrandir leur activité génératrice de revenus. Mais comment on fait pour connaître les bénéficiaires? Ça, c'est le boulot de l'INSED. Ce n'est pas l'ANADEB qui le fait. Nous avons besoin. L'INSED, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Et démographiques, bien sûr. Donc, c'est lui qui fait ce travail. Nous disons à l'INSED, nous avons besoin de 125 000 ménages, dont 26 250 dans le Grand Lomé. Des ménages vulnérables. Vulnérables, oui, des ménages vulnérables. Et donc, ensemble, nous avons réfléchi, nous nous sommes entendus sur le profil, nous avons essayé de définir le profil du pauvre. Et donc, sur cette base, eux, ils ont conçu des outils, ils ont recruté du personnel et qui a procédé à cet exercice-là. Dans le Grand Lomé, dans les villages, l'approche, c'est de passer, quand le village est retenu, c'est de passer dans tous les ménages pour collecter les données. Mais on s'est dit, pour la zone urbaine, la situation n'est pas la même. Quand on vous dit tel quartier, le quartier est assez vaste et peuplé. Et donc, on a opté d'abord pour l'enregistrement volontaire des vulnérables. Donc, après la séance de sensibilisation un peu, quand on vient apporter l'information aux habitants d'un quartier bénéficiaire, la phase qui suit, c'est que les pauvres, les vulnérables, sont invités à aller s'inscrire volontairement. Et maintenant, après l'inscription volontaire, après qu'ils se soient fait enregistrer, des agents de l'INSED passent encore dans leurs ménages respectifs pour collecter des données liées à tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire par exemple le nombre de personnes qu'ils sont dans le ménage, leur alimentation, leur santé. Donc il y a beaucoup d'informations qu'on collecte et maintenant c'est sur la base des réponses données par les ménages enquêtés que l'INSED nous sort la liste des bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui remplissent les conditions d'être soutenues par ces transferts monétaires. Mais on peut se dire, on constate que c'est pas une approche assez scientifique, parce que quand je viens chez vous... Il n'est pas exhaustif. Oui, pas que c'est pas exhaustif, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez de vous. Quand quelqu'un vous rend visite et qu'il vous pose des questions, sachant déjà ce qu'il y a derrière, biaise les réponses. Ils ne disent pas la vérité. Donc, ils donnent des réponses qui vont à leur faveur.
Et donc c'est pour ça qu'on organise la phase de validation communautaire à laquelle nous avons été heureux de compter Radio Lomé parmi les médias qui étaient là pour couvrir l'événement. Donc on procède maintenant à la validation. Voilà la liste que l'Institut national des études économiques et démographiques, des statistiques, nous a envoyée. Maintenant, qu'est-ce que vous, membres de la communauté, qu'est-ce que vous dites de cette liste? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous satisfait? Une rencontre solennelle. C'est ça. N'y aurait-il pas des personnes qui sont choisies mais qui ne devaient pas être choisies, c'est-à-dire des ménages des fonctionnaires par exemple, des ménages des grands commerçants par exemple, parce que on constate le fait que on a de ces ethnies ou de ces groupes d'ethnies dans notre pays où vous rentrez, c'est des gens souvent bien nantis, mais quand vous rentrez et vous trouvez qu'ils sont assez nombreux et quand vous regardez quelquefois le cadre, vous avez l'impression que c'est des vulnérables, alors que ce n'est pas ça. Ils ne le sont pas. Exactement. Donc, vous prenez. Donc, quand on présente ces informations, le résultat du travail de l'INSED, quand on le présente à la population dit oui, nous sommes d'accord, ou non, on n'est pas trop d'accord pour telle personne. Parce que voilà, telle c'est la femme, c'est le ménage de l'enseignant, tel c'est le ménage de l'ancien combattant, tel c'est le ménage du grand commerçant. Donc, bon, et quand les gens le disent, on retire ces noms et là, on prend les vrais vulnérables. Non, on continue sur la liste que l'INSED a établie, nous a envoyé. On continue par combler. Si on devait prendre 50 personnes et qu'on a retiré par exemple 2 personnes, on s'était arrêté à 50, maintenant on doit aller à 52 pour prendre. Maintenant si on arrive au 52, puis on dit les deux là aussi sont dans la même situation, on continue jusqu'à trouver les personnes qui remplissent les critères et les retenir. Voilà. Madame la directrice générale, avant de boucler, on est dans la phase pilote avec l'expérimentation en milieu urbain. À quand les étapes dans les autres localités à l'intérieur? Merci beaucoup, madame. Je dirais que la zone rurale est déjà couverte. On a dans la phase pilote, on a commencé le paiement depuis le 20 juillet. On a commencé le paiement des transferts monétaires dans les villages. C'est le Grand Lomé où nous avons pris le temps pour affiner l'approche. Et avant, c'est pour ça qu'on vient de commencer. Et à Lomé, on couvre 45 quartiers. Et comme je l'ai dit, l'apprentissage nous a exigé que nous démarrons avec 10 quartiers sur les 45. Donc les 10 quartiers, nous sommes en train de procéder. Les validations communautaires ont eu lieu. Maintenant, nous procédons à l'enrôlement des bénéficiaires désignés. Maintenant qu'on connaît les ménages qui vont bénéficier des transferts monétaires, chaque ménage choisit la personne qui doit recevoir l'argent au nom du ménage. On est en train de faire cet exercice-là, cet enrôlement. Puis après, on passe au paiement avec la complicité de la plateforme Novici. Justement, c'est quoi la différence avec Novici pour clôturer? Merci beaucoup, madame. Je crois que les transferts monétaires, c'est vrai que Novici et le projet Novici rentre dans le grand lot de la protection sociale des filets sociaux. Mais le projet Novici est vraiment une particularité, est différent du projet de filets sociaux services ou des transferts monétaires que nous sommes en train de faire. Parce que avec Novici, si je prends en termes d'identification des bénéficiaires, avec Novici, c'était de façon électronique que les gens se faisaient enregistrer. Ici, non. Ici, non. Il y a eu d'abord des volontaires, il y a d'abord tout un processus où, avec des validations communautaires, et c'est sur cette base que nous allons payer. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de numéro, ça aussi, alors qu'avec Novici, c'est vrai qu'on pouvait utiliser le portable de quelqu'un, mais ça limitait, oui, ça rendait difficile certains ménages d'accéder. Mais ici, et Novici, c'est des individus. Ici, c'est des ménages. Voilà des différences. Et c'est vrai, nous allons passer par Novici. Pour faire les transferts monétaires, on donne des numéros à ceux qui n'en ont pas. Et on est aussi dans un processus d'achat de portables pour les ménages qui n'en ont pas. On va l'acheter et eux, ils vont aussi contribuer. Ça ne va pas être des portables gratuits. Ça va être, le projet donnera une partie et puis les ménages apporteront leur contribution
pour disposer de l'appareil parce que en même temps le portable cellulaire est un outil qui peut servir à d'autres choses pour le ménage. Madame Katanga Mazalo, directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, nous passons au deuxième invité de cette édition. Il s'agit de Monsieur Koudaji Kodjo. Il est expert des questions environnementales. Il est au micro de Charlotte Ahar. Il s'agit à présent de parler du port autonome de Lomé qui va en guerre contre l'insalubrité sur le site portuaire. Un plan d'action environnementale a été lancé mercredi en ce sens. Nous allons donc écouter Charlotte Ahar et son invité Koudaji Kodjo, expert des questions environnementales. Docteur Koudaji Kodjo, pourquoi un plan d'action environnementale pour le port? Merci beaucoup pour la question. Le plan d'action environnementale 2023 que le port autonome de Lomé a élaboré vient non pas pour résoudre un problème spécifique, mais pour répondre à des exigences environnementales, conformément aux triples certifications que le port autonome de Lomé a obtenues. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en place un système de management intégré qui combine à la fois la qualité, la sécurité et l'environnement. Et donc sur l'ensemble de ces trois certifications, il y a nécessité de prouver la maîtrise de la gestion des aspects environnementaux qui sont liés aux activités des différentes sociétés permissionnaires et même des navires. Voilà ce qui a justifié qu'on aille à l'élaboration du plan d'action environnemental pour le port autonome de Lomé. Quels sont les grands axes de ce plan? Le plan 2023 pour les questions environnementales du port comporte deux programmes. Un programme des opérations et un programme de communication et de suivi-évaluation. Pour les opérations, nous avons fixé trois objectifs. Assurer la salubrité du domaine public et des clients, gérer durablement les pollutions et les nuisances, et ensuite et surtout assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Maintenant, après avoir fait ces opérations, il faut nécessairement communiquer. Et c'est en cela que nous avons jugé nécessaire de consacrer un programme entier à la communication. Et à ce niveau, ce que nous visons, c'est de former d'abord le personnel et les clients sur la prise en compte de la dimension environnementale dans la gestion du domaine portuaire, et ensuite sensibiliser les utilisateurs et les usagers sur les questions environnementales, et enfin faire un suivi et évaluation de l'exécution de tout cela. C'est un plan pour une période pilote, donc un plan annuel qui va de janvier à décembre. À l'issue de l'évaluation qu'on aura fait en décembre, on verra s'il faut garder l'annualisation du plan ou bien aller à un plan triennal ou quinquennal. Docteur Koudaji, quelles sont les stratégies mises en place pour atteindre les objectifs? Non, la stratégie n'a pas trop changé parce que, je l'avais dit, il y a déjà sur place un système de management environnemental avec des pilotes de processus. Nous, on les appelle les pilotes de processus. C'est-à-dire chaque séquence d'activité est considérée comme un processus et est doté d'un responsable. Et chacun d'eux a la responsabilité de gérer des aspects environnementaux et de rendre compte surtout de la manière dont ils ont pu améliorer ces questions-là. Cette équipe est en place. Nous, on veut juste les programmer de sorte à avoir un suivi beaucoup plus harmonisé, plus coordonné. Le plan, c'est d'abord disposer d'un tableau de bord pour suivre efficacement les interventions qui ont un caractère environnemental dans le domaine portuaire, mais aussi fournir des résultats tangibles, des résultats mesurables aux questions de qualité qui sont du ressort du responsable qualité. Ce n'est pas une évolution ou un cheminement séparé. Les deux systèmes sont concordants. Ce que le SMI fait, nous, on est sur l'opérationnel pour concrétiser, pour leur donner de la matière à rendre compte ou à rapporter le moment venu, parce que chaque 3 ans, toutes ces certifications-là sont renouvelées. Et c'est sur la base des résultats obtenus dans la maîtrise de ces aspects environnementaux, communément appelés la performance environnementale, que ce renouvellement peut intervenir. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'aller de manière programmée dans ce qui concerne nos interventions à caractère environnemental. Merci, docteur Koudaji Kodjo.
Nous devrons toujours faire attention dans nos activités génératrices de revenus. Dame Ama, emmenée en brousse pour aller chercher son colis de charbon dont elle était revendeuse, a été assassinée par son vendeur. L'accusé est le sieur Abozo, cultivateur et célibataire sans enfant. Retour sur les faits, c'est dans Écho du Palais avec Hélène Assabi. La nommée Ama est une commerçante de charbon de bois résidant à Lomé. Elle voyage souvent à l'intérieur du pays pour s'en approvisionner. C'est ainsi qu'elle est arrivée dans la préfecture de Blita, courant mois d'octobre 2018, pour acheter sa marchandise. Là, elle fit la connaissance du nommé Abozo, un jeune du milieu à qui elle passa une commande de 9 sacs de charbon pour un montant de 23 000 francs CFA. Son séjour s'approchant à sa fin, elle est allée chez lui dans la matinée du 14 novembre 2020 pour récupérer sa commande. Le sieur Abozo partit ainsi avec elle dans la brousse. À la tombée de la nuit, Dame Ama n'est pas revenue. Lorsque le nommé Abalo, son hôte, a constaté sa disparition, il informa le chef du village qui, à son tour, porta les faits à la connaissance de la brigade territoriale d'Agbandi. Celle-ci organisa une battue et le 16 novembre 2018, le corps sans vie de Dame Ama a été découvert déjà en putréfaction presque avancée. Étant la personne avec qui la victime a été vue en vie pour la dernière fois, Abozo fut interpellé. Amené devant la cour d'assises de Karab pour y être jugé le 10 février dernier, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Revue de presse pour boucler cette édition. Le sujet qui a plus retenu l'attention des parutions cette semaine, les mouvements au sein des partis et coalitions de l'opposition togolaise à l'approche des élections législatives et régionales. Le cas de la DMK, devenu DMP, fait la une. Revue de presse, Léontine Atogima. Pour prendre part au prochain scrutin, DMK devient DMP, mentionne la dépêche. Quand les élections à venir aiguisent les appétits d'Adjamabo et comparse, remarque le dialogue. L'hebdomadaire rapporte que cette déchirure jusqu'à l'émiettement du regroupement tourne autour de la participation ou non aux élections. Agbeome Kodjo, depuis son champ de maïs, martèle. Le MPDD n'ira pas aux prochaines élections. Gérard Adja contre-attaque. Le MPDD, membre de la DMP, ira aux élections si les conditions le permettent. Et les conditions ne l'ont pas permis puisque cette sortie lui a valu son exclusion du parti narre le changement. La DMK contourne le message du Saint-Esprit et fonce aux élections avec la DMP, blasphème, s'exclame chronique de la semaine. Le journal caricature la création de la DMK qui aurait vu le jour après l'inspiration du Saint-Esprit selon son mentor, Monseigneur Podro. Mais il n'aura fallu que quelques jours pour que le divorce de forme soit acté entre la DMK et son mentor. Le Saint-Esprit aurait quitté la dynamique, révèle le dialogue. La messe de Requiem a été dite le 10 avril dernier avec l'annonce de la création de la dynamique pour la majorité du peuple DMP, ajoute le libéral. Pour Togo Matin, ces futures compétitions électorales s'annoncent déjà très disputées au sein de l'opposition. C'est dans cette foulée que la manchette annonce le retour de l'homme du 19 août, Tikpi Achadam. Dans ses colonnes, elle a fait le résumé du discours de l'animal politique qui porte sur la transition sans Faure Gnassingbé, les réformes et les élections. Chronique de la semaine, pour sa part, trouve qu'il s'agit des théories utopiques qui ne meuvent plus personne. Concernant les élections, le président du PNP parle d'une contribution, d'une collaboration et d'une participation basée sur le partenariat à l'élection, souligne le détective. Et en guise de conclusion, l'apparition note la déception de Tikpi Achadam d'avoir fait la compagnie de l'opposition togolaise suite à son affirmation, je cite, « Au Togo, l'union fait la faiblesse ». Fin de citation. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Le journal Le Magazine de ce samedi s'achève. Retenez que 16 nouveaux hôpitaux vont être construits dans la région des Savanes. Les travaux ont été lancés jeudi par le gouvernement à Dapan. Bon appétit si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg